Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en Pays de l'Uropois, vous êtes la résistance et ce matin nous sommes avec le philosophe Mehdi Belhach Kassem, le philosophe Gilet jaune, et on va parler d'un sujet, la nécessité de redevenir méchant avec les suppôts, les collabos, toutes les petites mains et les grosses mains du système oligarchique. Bonjour citoyens. Bonjour citoyen. Merci de cet échange. De rien, tout l'honneur est pour moi. Tu es de passage à Paris. Je suis de passage à Paris pour la première fois depuis 5 mois pour voir mon fils que j'adore. Et donc là, tu vas parler de la nécessité de devenir méchant. Et c'est un philosophe qui nous parle. Donc là, on est au niveau du combat des idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi tu m'as demandé qu'on fasse quelque chose sur les vertus, etc. Donc ça va de soi que les vertus, la bienveillance, agir pour le bien, l'intégrité, on l'a très très bien vu depuis 2 ans et demi, la question de l'intégrité contre la corruption. Tout ça, ça me semblait un petit peu couru d'avance, c'est-à-dire de dire des choses un petit peu convenues. Et donc tout de suite, je me suis dit la méchanceté, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui passe pour ne pas être une vertu, et qui peut l'être, c'est-à-dire de la méchanceté à bon escient. Et tout à l'heure, c'est un petit peu télépathique, parce que tu as dit, voilà. Et donc moi, il y a une dizaine de jours, j'ai participé à un colloque comme ça, de résistants high level. Il y avait un peu tout le monde, il y avait Olivier Soulier, il y avait Jean-Dominique Michel, il y avait Ariane Bildrand, il y avait mon ami Vincent Pavant, que j'adore, et quelques autres. Et le thème, c'était justement la corruption. Donc chacun, c'était corruption dans la médecine, corruption dans le journalisme, corruption dans la science. Et moi, je faisais corruption chez les intellectuels. Parce que je publie là, dans un mois, aux éditions Fiat Lux, un livre qui s'appellera Mausolée des intellectuels, où là, je suis très 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 méchant avec les intellectuels. C'est un peu j'appelle ça le Hall of Fame du déshonneur. Je compte sur vous pour acheter ce livre, parce que c'est vraiment, ce livre, j'en suis très fier, c'est vraiment un truc de salut public. Vous apprendrez énormément de choses, et vous apprendrez justement comment être méchant, et drôle aussi, à bon escient. Donc, mais méchant ou juste? Oui, exactement, mais ça va avec, c'est vraiment la justice. On en a beaucoup parlé depuis 1 an et demi qu'on fait des vidéos, toi et moi, de justice et vengeance, c'est pas incompatible. Quand tu lis les tragédies grecques, voilà, la vengeance est un plat qui se mange parfois froid, parfois chaud. Mais là, voilà. Donc, moi, ma réflexion dans ce colloque, c'était à 1 heure de Marseille, je me souviens plus le nom de la ville, mais ça sera facile à trouver quand les vidéos sont disponibles. Mon propos, c'est de dire, bon, là, j'en ai un petit peu ras-le-bol de 2 choses. On va pas être là juste pour se flatter. C'est important de s'autocritiquer, de voir là où on n'a pas été bon. Et les 2 choses qui me frustraient depuis des mois, c'est je nous trouve, là, je parle pas des gilets jaunes en général, des gilets jaunes constituants en particulier, je pense aux résistants dans la médecine, dans la santé, etc. Les Fouché, les Pavant, les Biran, etc. C'est que je nous trouve, et moi compris, c'est-à-dire on a été jusqu'ici trop gentils, on a pensé que les arguments, que la vérité, que les chiffres, que les sources, etc., ça suffirait. Donc mon ami Pavant, comme vous savez peut-être, il a eu des ennuis suite aux affiches de Réinfo Liberté. C'est lui qui s'en occupé à Toulouse sur les effets secondaires des vaccins. Ils lui ont diminué son salaire, déjà qu'il a été mis à pied depuis 2 ans par son université parce qu'il refusait de porter le masque et qu'il conseillait à ses élèves de faire autant. Mais ils continuaient à lui donner son salaire. Et là, contre toute légalité, ils ont coupé son salaire en 2. Tu vois, il est père de famille, 2 gamins de 11 et 13 ans. Comme il est rouquin, c'est très drôle, ces 2 gamins. C'est un peu poil de carotte, c'est très très mignon. Et donc voilà, maintenant on arrête d'être gentil, on commence à être méchant chacun dans notre domaine. Donc les mathématiciens avec les mathématiciens, en particulier Vincent par exemple, il s'en prend à ce mathématicien très célèbre, macroniste, qui s'appelle Cédric Villani, voilà. Les psychiatres, il faut s'attaquer aux psychiatres collabos, être méchant avec eux.
Ne plus rien laisser passer. Ne plus rien laisser passer, ne pas les empêcher vraiment de dormir. Donc moi, mausolée des intellectuels, je nomme tout le monde et je vais l'envoyer à tout le monde. Badiou va le recevoir, BHL va le recevoir, j'ai son adresse. Onfray va le recevoir, j'espère qu'il n'y a pas trop avec la machine à café qui fait du bruit et qu'on entend. Enfin, je vais l'envoyer à tous les intellectuels que j'attaque dans le livre pour que... donc voilà, il faut aller symboliquement, bien sûr, mais... alors, c'est pas un appel à la violence, hein, on est très clair là-dessus. Non, parce que sinon, ça tomberait sous le coup de la loi. Ah non, c'est uniquement symbolique, mais c'est très important, parce que comme eux, ils ont exercé une violence symbolique pour nous, qui nous ont traités de crétins, de connards, de je sais pas quoi, enfin... Onfray qui nous traitait de racailles, tu vois, de violeurs d'adolescentes, de gens qui transmettent le sida exprès, on va lui faire bien honte, tu vois, en lui donnant les chiffres des effets secondaires, des morts, etc. Il faut les empêcher vraiment littéralement de dormir, les mettre en face de leur propre responsabilité, de leur culpabilité, etc. Donc tu vois, ça c'est méchanceté à bon escient. Et le second truc qui m'a agacé depuis quelques mois et que j'ai dit à ce colloque, j'ai dit, depuis quelques mois, j'ai commencé à ressentir un certain agacement chaque fois que je suis invité dans ce genre de réunion, par ailleurs complètement louable et courageuse et héroïque et résistante. Faut pas qu'on tombe dans le piège de rester entre nous, tu vois. Et ça va avec cette question de méchanceté à bon escient. C'est-à-dire qu'on se fabrique une sorte de cocon de la résistance, on se parle que entre nous, etc. Donc tu vois, les deux vont ensemble. Il faut qu'on sorte, faut pas qu'on invente une nouvelle zone de confort qui soit un peu le doublé du confort, ben oui, des collabos, des covidistes, voilà, des faux résistants, des oppositions plus ou moins contrôlées, si ce n'est totalement stupides, enfin voilà. Là, Badiou, je pensais avec ma lettre ouverte à François l'avoir fait taire à tout jamais, parce qu'il a pas fait d'intervention publique pendant 6 mois. Ah, ben non, là il est revenu dans le Nouvel Obs. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Gilets jaunes, ce mouvement typiquement petit bourgeois, vous apprécierez. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit le communisme tel qu'il l'entend, c'est-à-dire à la sauce maoïste. Mais bourgeois quand même, parce qu'il habite dans le 15e. Ah, il est jamais... Non, il faut pas... C'est même pas le 15e, enfin, je veux pas dire où, mais disons... la révolution, oui, mais jamais trop loin de la rue d'Ulm. Voilà. Jamais trop longtemps loin de la rue d'Ulm. Donc oui, il a 3 appartes bourgeois à Paris, mais il fait la leçon... voilà, et tout ça dans... Comme moi j'ai comme technique, comme de jamais nommer les médias mainstream, les médias oligarchiques, mais disons dans un hebdomadaire typique de la bien-pensance de gauche, bien bourgeoise, typique social-démocrate à la con. Et c'est là-dedans qu'il écrit que voilà la révolution. Et alors il dit en plus que évidemment les Gilets jaunes c'est un mouvement notoirement, typiquement petit bourgeois, c'est comme ça qu'il écrit. Il dit le communisme, à la sauce tonkinoise, est incompatible avec la démocratie. Et l'égalité, hein, un type qui a un complexe de supériorité comme t'en as jamais vu de toute l'histoire de l'humanité, c'est le type le plus infatué que tu aies jamais rencontré, mais il toujours l'égalité. Donc il dit l'égalité est incompatible avec la liberté. Donc tu vois, c'est qu'un exemple, tu vois, c'est comme Onfray, c'est comme BHL, BHL comme je l'appelle depuis 2 ans, pour des raisons... BHL, ouais, c'est comme ça que je l'appelle maintenant depuis 2 ans, pour des raisons que je laisse à la dilection des auditeurs. Je pense que beaucoup ont compris quand on écoute un peu de rap américain. Et voilà, dans mon livre, je l'appelle l'atlantiste génocidaire. Enfin, tu vois, chacun, je leur donne un petit nom d'oiseau. Entov, je l'appelle le playboy acéphale. A de A privatif? Acéphale, ça veut dire que t'as pas de tête. Ouais, donc il n'a pas de cerveau en fait, c'est ça? Ah ben non, c'est un imbécile complet. Moi, je débat même pas. Là, quelqu'un m'a suggéré, mais moi je boycotte, c'est vraiment un principe définitif, les médias mainstream, et d'y aller parce que, voilà, de débattre avec BHL, que j'ai assez bien connu par le passé, on en a déjà parlé, mais je ne savais pas qui c'était. Je pensais, comme j'ai dit là dans
conférence il y a 10 jours dans ce colloque. J'ai dit bon, je savais bien que je signais un pacte avec un petit diable, un diablotin, tu vois. Je pensais que c'était un diablotin, BHL. Ça, c'était au début de ta carrière quand tu avais... Non, c'était au milieu... Non, c'était loin d'être le début, c'était en 2011, donc j'avais déjà 15 ans de bouteille. Mais voilà, je pensais pas avoir affaire à Satan, à Belzébuth. C'est-à-dire les 2 années et demie qui viennent de s'écouler ont été pour beaucoup d'entre nous une espèce de grande révélation de plein de trucs. Et c'est vrai que pour moi, BHL, c'était les guignols de l'info, tu vois, c'était les chemises blanches, les costards, la coiffure permanentée, Ariel Dombal, tu vois, c'était un truc un peu folklorique. Et tout ça, c'est les petites mains de la banque qui, au final, derrière, volent, envahissent le pays. Quand tu vois BHL en couverture d'un tabloïd et qui disent « Ah, le millionnaire héroïque en Ukraine », il n'est pas millionnaire, BHL, il est milliardaire. Moi, j'étais chez lui une fois, je peux te dire que domestique indien, donc tu vois, le mec qui nous fait des leçons sur, des leçons sur le colonialisme de Poutine, le Poutine qui veut uniquement et seulement défendre les frontières et la sécurité de son pays. Et lui, c'est vraiment néocolonialisme. Tu vois, t'as été reçu par ces Bodhi Nam Nam, pour ceux qui ont vu le film The Party avec Peter Sellers. C'est un hindou qui n'arrête pas de dire Bodhi Nam Nam, ça veut dire nourriture pour oiseaux. T'as un jardin d'intérieur, donc tu vois, un appartement dans le 8e. C'est pas en étant millionnaire que t'as ça, c'est en étant milliardaire. Il est milliardaire. C'est un mensonge, je veux dire, oh, c'est un gentil millionnaire. Donc, chacun à son niveau. Chacun à son niveau, voilà, c'est ce que j'ai dit. Les pourrir. Les pourrir, même quand on est boulanger, voilà, les pourrir. Trouver des boulangers macronistes et aller les pourrir, les mettre en face de leurs propres contradictions. Macrono-covidiste. Ouais. Dans mon livre, je surnomme Xavier Niel le macro-macroniste. Macro-macroniste. Ouais. Tu vois, ça rime. Macron et macro, voilà, c'est ça. Merci pour cet échange, Mehdi. Merci les Gilets jaunes en général et les Gilets jaunes constituants en particulier d'exister. C'est un travail d'équipe et on est très content de partager ce moment avec toi. Pour filer la métaphore, moi je regarde plus le foot, ça me paraît totalement frivole, mais il y a une époque où j'aimais beaucoup le foot et moi mes joueurs préférés c'était ni les attaquants ni les défenseurs, c'était les milieux de terrain qui font des passes. Voilà. Et en ce moment mon boulot c'est de faire des passes. J'adore Pirlo, Xavi, Iniesta, c'est ça mes joueurs préférés. On lâche rien les amis. Force et honneur. Force et honneur.